Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de méditation et de pleine conscience. J'ai trouvé un petit article qui peut être intéressant de lire sur Science Alert et le titre est « La méditation et la pleine conscience peuvent avoir un côté sombre dont nous ne parlons pas ». Moi je suis plus un adepte de l'auto-hypnose, mais on pourrait éventuellement se retrouver sur pas mal de points. La pleine conscience étant une activité que vous pouvez pratiquer gratuitement à la maison, elle semble souvent être le tonique idéal contre le stress et les problèmes de santé mentale. Et clairement, si vous pouvez faire un peu de méditation, d'auto-hypnose &co, n'hésitez pas, notamment pour la gestion du stress, et faites-le régulièrement pour ça, mais ne devenez pas dépendant à un moment donné de se dire « Tiens, j'ai pas fait ma méditation, je vais être stressé ». Tranquille, soyez sur des notions méditation dynamique, il y a un moment ça va pas, fermez 2 secondes vos yeux, respirez profondément, connectez-vous à votre ancrage, l'habitude que vous avez d'être en méditation, et puis c'est reparti. La pleine conscience est un type de méditation basé sur le bouddhisme, sur lequel vous vous concentrez sur la prise de conscience de ce que vous ressentez, pensez et ressentez dans le moment présent. Ok. La traduction est pas ouf. La première preuve écrite de ce phénomène, découverte en Inde, remonte à plus de 1500 ans. Le livre de méditation, le Dharma Trata, rédigé par la communauté bouddhiste, décrit diverses pratiques et fait état de symptômes de dépression et d'anxiété pouvant survenir après la méditation. C'est un élément qui peut être intéressant, alors là je parle plus pour les auto-hypnotiseurs. Quand vous faites un travail de thérapie sur vous-même, là on est vraiment dans une dynamique un peu différente de la méditation. On est en train de se faire un travail en autothérapie entre guillemets, on bosse sur des éléments qui sont problématiques, on fait des régressions, on tente des recadrages et tout. On peut avoir des post-sessions pourries, et même sur plusieurs jours. Et si en plus vous le travaillez régulièrement, c'est pas toujours les meilleurs moments de vos vies, ça c'est à savoir. Il détaille également les anomalies cognitives associées aux épisodes de psychose, de dissociation et de dépersonnalisation lorsque les gens ont l'impression que le monde est irréel. Alors, les notions de psychose, j'en ai rarement entendu parler en auto-hypnose, en tout cas associées à l'auto-hypnose, j'en ai même jamais entendu parler. Dissociation, on a un principe de dissociation en hypnose qu'il faut bien prendre en compte, qui n'est pas tout à fait le même que celui dont on parle en psychiatrie, mais c'est quand même important à prendre en compte. Et la dépersonnalisation, mais c'est aussi une déréalisation, là aussi, on l'a assez rarement en auto-hypnose. C'est intéressant, ce lien qu'ils peuvent faire via la méditation. Au cours des 8 dernières années, de nombreuses recherches scientifiques ont été menées dans ce domaine. Ces études montrent que les effets indésirables ne sont pas rares. Une étude de 2022, utilisant, alors il y a le lien, ça c'est plutôt bien fait, utilisant un échantillon de 953 personnes aux États-Unis qui méditaient régulièrement, a montré que plus de 10% des participants ont ressenti des effets indésirables qui ont eu un impact négatif significatif sur leur vie quotidienne et ont duré au moins 1 mois. Alors, comme je vous dis, avec l'auto-hypnose, si vous bossez sur vous, sur des choses un peu dark, ça me paraît pas un souci. C'est vrai que je m'étais pas fait une remarque au sujet de la méditation, ou pour avoir un petit peu pratiqué, peut-être pas assez justement, j'avais pas cette impression, la même impression que je peux avoir en auto-hypnose. Sur une étude de plus de 40 ans publiée en 2020, les effets indésirables les plus courants sont l'anxiété et la dépression. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un point intéressant à faire ressurgir. Alors là encore, il ne faut pas dire « oui, mais il ne faut pas faire de méditation parce qu'on risque ça ». Si vous voyez que ça ne vous aide pas, vous stoppez, c'est comme tout. Viennent ensuite les symptômes psychotiques ou délirants. Alors ça, je peux comprendre dans le sens où si on est accompagné en plus dans une démarche un peu spirituelle, donc on n'y associe pas une méditation dynamique, j'utilise un peu le mot de Silva, mais j'aime bien, non spiritualiste ni quoi que ce soit, mais vraiment hyper pratique, solutionniste, on va pas avoir ce type de problématique. Par contre, dès qu'on y associe de la spiritualité, et il suffit qu'on ait des groupes, des lectures et autres, je peux comprendre qu'on puisse se dire, tiens, j'ai un satori, j'ai un petit éveil, j'ai quelque chose de plus grand qui s'ouvre en moi, et possiblement rentrer dans des principes qui peuvent être problématiques. Là encore, ça dépend toujours des cadres et de la façon dont on le pratique. Donc, symptômes psychotiques ou délirants, la dissociation ou la dépersonnalisation, et la peur ou la terreur.
Les recherches ont également révélé que des effets indésirables peuvent survenir chez des personnes sans problème de santé mentale antérieure, très intéressant, chez celles qui n'ont eu qu'une exposition modérée à la méditation et qui peuvent entraîner des symptômes durables. Ok. Le monde occidental dispose également depuis longtemps de preuves de ces effets néfastes. En 1976, Lazarus, figure clé du mouvement de sciences cognitivo-comportementales, affirmait que la méditation, lorsqu'elle est pratiquée sans discernement, pouvait induire de graves problèmes psychiatriques tels que la dépression, agitation et même les décompensations schizophréniques. C'est intéressant comme sujet. Il est prouvé que la pleine conscience peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être individuel. Le problème est que les coachs, vidéos, applications et livres de pleine conscience mettent rarement en garde les gens contre les effets indésirables potentiels. Les professeurs de gestion, enseignement bouddhiste, Purser a écrit un livre, Mindfulness, tiens, je vais essayer de le lire, publié en 23, que la pleine conscience est devenue une sorte de spiritualité capitaliste. Bon, ça on entend énormément et je pense qu'il est très juste. On rend capitaliste à peu près tout. Là encore, c'est à nous de chercher à ne pas consommer, mais à le vivre. Ça revient un peu sur la vidéo que j'ai fait hier. Avoir cette notion de qualité et d'action intrinsèque et pas de ça va me nourrir, me donner du bien, mais je me mets dans un état qui me permet de me faire du bien. Aux États-Unis seulement, la méditation représente 2,2 milliards de dollars et les dirigeants de l'industrie de la pleine conscience devraient être conscients des problèmes que pose la méditation. Kabat-Zinn, donc une figure clé du mouvement de pleine conscience, a admis dans une interview accordée aux Guardians en 2017 que 90% des recherches sur l'impact positif sont médiocres. Dans sa préface au rapport parlementaire multipartite britannique de 2015 sur la pleine conscience, Kabat-Zinn suggère que la méditation de pleine conscience peut éventuellement transformer qui nous sommes en tant qu'êtres humains et citoyens individuels, en tant que communauté et société, en tant que nation et en tant qu'espèce. Okay. Cet enthousiasme religieux, voilà, le truc c'est que ça peut rentrer dans ce mouvement-là, spirituel et ou religieux, pour le pouvoir de la pleine conscience, de changement non seulement des individus, mais aussi le cours de l'humanité est commun parmi les défenseurs de cette pratique. Là encore, c'est ce qu'il dit là, je trouve que c'est complexe parce qu'on sait que le développement personnel, justement, a parfois un point de vue trop capitalistique, genre moi je, et si moi je change, c'est cool, mais il y a toujours le rapport systémique. Moi je dois faire des efforts, je dois aider les autres à faire des efforts, les autres doivent m'aider à faire des efforts, là on aura un esprit commun. Et c'est vrai que le développement personnel, c'est tellement basé sur moi je, c'est moi qui change mon monde, change la vie, change les visions des choses, que parfois il y a un truc qui va pas. Mais paradoxalement, quand un système dit on peut avoir un truc un peu universaliste, là ça devient un peu sectaire, spiritualiste ou religieux. Et c'est compliqué, le juste milieu. Voire politique. Même de nombreux athées et agnostiques qui pratiquent la pleine conscience croient que cette pratique a le pouvoir d'accroître la paix et la compassion dans le monde. Ok. Moi, j'aime bien l'idée. Est-ce que c'est vrai? On revient, pour ceux qui ont suivi un peu Silva, sur tout le travail que Silva a proposé à dire faites en sorte que le monde soit meilleur, avec les méditations de la paix, etc. etc. Maintenant, ce que je vous ai souvent partagé avec Lee, c'est est-ce que réellement il y a un impact? On reprend une seule étude, je pense que vous avez tous entendu à l'époque, sur des gens qui allaient méditer, alors je ne sais plus de quel groupe, pour la paix, et peu de temps après, oui c'est ça, je crois, il y a eu un apaisement, ça devait être en Palestine ou autre, et ils ont mis ça sur le compte de la méditation. J'y crois moyen, mais pourquoi pas? On aime bien cette idée-là. Maintenant, je pense qu'il faudrait reprendre ça de manière peut-être un peu plus rationnelle et se dire, oui, effectivement, si les gens vont mieux et se regroupent pour aller mieux et faire des choses positives, il y aura des choses positives. Maintenant, c'est pas parce que simplement le jeu, moi, personnel et égotique, le fait, je me sens mieux que tout le monde va se sentir mieux. Et je pense qu'il y a une dynamique à repenser. Le débat médiatique sur la pleine conscience est également quelque peu déséquilibré. En 2015, mon livre avec le psychologue clinicienne Will Cohn, Buddha's Pill, comprenait un chapitre résumant les recherches et les effets indésirables de la méditation. Il a été largement diffusé dans les médias, notamment dans un article de New Scientist et dans un documentaire de la BBC. Mais il y a peu de couverture médiatique en 2022 autour de l'étude la plus coûteuse de l'histoire de la science de méditation, plus de 8 millions de dollars financés par l'association Wellcome Trust. L'étude a testé plus de 8000 enfants âgés de 11 à 14 ans dans 84 écoles au Royaume-Uni, 2016-2018. Ces résultats ont montré que
que la pleine conscience n'a pas réussi à améliorer le bien-être mental des enfants par rapport à un groupe témoin, et peut même avoir eu des effets néfastes sur ceux qui risquaient de souffrir de problèmes de santé mentale. Ah, bah ça, moi je le savais pas, c'est intéressant. Implication éthique. Est-il éthique de vendre des applications de pleine conscience, d'enseigner des cours de méditation et même d'utiliser la pleine conscience dans les pratiques cliniques sans mentionner ses effets indésirables, étant donné les preuves de la diversité et de la fréquence de ces effets? La réponse devrait être non. Cependant, de nombreux instructeurs de méditation et de pleine conscience pensent que ces pratiques ne peuvent que faire du bien et ne connaissent pas les effets indésirables potentiels. Et je pense que le hic, il est là. C'est si vous l'enseignez, vous expliquez bien pendant les cours que il peut y avoir du bon et du mauvais. Comme je vous dis, avec l'auto-hypnose, si vous touchez certains trucs, vous n'allez pas être bien du tout. Et même de façon générale, les gens qui se disent tiens, je vais faire de l'hypnose pour aller mieux. Ah oui, mais si tu commences à travailler l'hypnose dans sa forme hypnothérapeutique, donc qui est proche de la psychothérapie, tu vas automatiquement avoir des moments qui sont pas ok du tout, et qui peuvent te mettre down, peut-être un peu plus que ce que tu n'étais pendant un laps de temps. Ça, les praticiens en ont conscience. Mais c'est vrai, quand on se dit je le fais tout seul, il n'y aura pas de problème, ouais, il faut l'appeler. Donc peut-être que simplement prévenir, éduquer, c'est toujours la même chose. Ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas toujours bon pour l'autre. On aimerait qu'il y ait une panacée, on aimerait qu'il y ait un truc universel, mais c'est pas le cas. Le témoignage le plus courant que j'entends de la part des personnes ayant souffert des effets indésirables de la méditation est que les enseignants ne les croient pas. On leur dit généralement de continuer à méditer, que cela passera. Et ouais, mais non, parfois c'est juste non ok. Les recherches sur la manière de pratiquer la méditation en toute sécurité n'ont commencé que récemment. Et ce qui signifie qu'il n'existe pas encore de conseils clairs à donner aux gens. Ouais, c'est aussi pour ça. Le problème est plus vaste. La méditation fait appel à des états de conscience inhabituels et nous ne disposons pas de théorie psychologique de l'esprit pour nous aider à comprendre ces états. Il existe cependant des sources que les gens peuvent utiliser pour en savoir plus sur les effets indésirables. Il s'agit notamment des sites web créés par des méditants qui ont subi de graves effets indésirables et des manuels universitaires comportant des sections consacrées à ces sujets. Aux US, il existe un service clinique dédié aux personnes ayant connu des problèmes aigus et à long terme dirigé par un chercheur de pleine conscience. Pour l'instant, si la méditation doit être utilisée comme un outil de bien-être ou de thérapeutique, le public doit être informé de son potentiel nocif. Très très chouette, hein. Miguel Farias, professeur associé en psychologie expérimentale à l'université de Coventry. Et c'est très très chouette, je vous mettrai bien sûr cet article en référence. C'est cool, n'hésitez pas à faire vos feedbacks par rapport à vous, les méditations. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des trucs badants, mauvais, pas cool et est-ce qu'à un moment vous avez dit, oula, là si je continue, je sens vraiment que je vais partir en vrille. Idem, dites-moi ça avec l'auto-hypnose, c'est hyper intéressant. Moi, plus j'ai de feedback dessus, vu que je veux vraiment vous proposer plein d'auto-hypnose, n'hésitez pas à me dire, là c'est pas ok, etc. Comme ça, on va cogiter ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire, et puis aussi reprendre peut-être des études sur certains types de personnes et autres. C'est le plus important, c'est que vous puissiez trouver des choses qui vous apportent du bien à vous, puis après potentiellement aux personnes autour de vous, pour que ça soit cool. Mais surtout pas dire ouais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est absolu, etc. Niet. On tente de rester le plus clean possible. On sait que rien n'est universel et qu'il faut faire au mieux tout à chacun et trouver adapté pour que ce soit juste pour vous. Si vous avez des questions derrière moi que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.